quelle que soit l'époque, on est des animaux historiques. On est tout le temps porté par le passé et on ne s'en rend pas compte. Vous écoutez À la source, le podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Je suis Roxane Bocard, je travaille au service de communication de l'Université de Liège et dans cet épisode, je rencontre le professeur Philippe Raxon. Bonjour Philippe Raxon. Bonjour. Vous êtes professeur à la faculté de philosophie et lettres de l'ULiège, dans les domaines de l'histoire contemporaine et de la critique historique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Vous intervenez par ailleurs en tant que commissaire scientifique dans le cadre d'expositions. Lorsque vous vous êtes dirigé vers des études d'histoire, imaginiez-vous déjà que celle-ci vous ouvrirait autant de portes ? Alors non, je me suis dirigé vers des études d'histoire. Vraiment, la décision est tombée à la fin de ma dernière année du secondaire. Je ne savais pas quelle direction prendre. J'étais quand même déjà attiré par le passé, par l'histoire. Mais enfin, est-ce qu'on pouvait devenir historien ? Est-ce que c'était un vrai métier ? Et finalement, j'ai découvert que oui, puisque j'avais déjà des profs d'histoire dans le secondaire. Et finalement, j'ai opté pour l'histoire parce que je me suis dit que c'était une matière dans laquelle je pourrais, je pense, me déployer et me perfectionner davantage que dans d'autres domaines des sciences humaines. Lorsque je suis entré à l'université, je lisais déjà pas mal d'ouvrages historiques. Cet environnement me paraissait évidemment totalement neuf, mais très impressionnant. Ça changeait vraiment de l'enseignement secondaire. Mais j'ai assez rapidement trouvé mes marques. Et donc, il n'y a plus de doute. Dès que j'ai mis les pieds dans l'université de Liège, je n'ai plus de doute sur, je dirais, le bon choix en ce qui me concerne. Les études en histoire sont organisées de manière telle qu'on finit par se spécialiser dans une période. Il y a l'Antiquité, il y a le Moyen-Âge, les temps modernes, l'histoire contemporaine. Et l'histoire contemporaine s'est imposée comme ma période de prédilection. J'ai donc été formé davantage dans cette période. Et la critique historique, elle était distribuée à tous les historiens, quelle que soit leur époque, comme c'est encore le cas aujourd'hui, à pratiquement l'ensemble de la faculté de philo-lettres, parce que c'est un cours extrêmement formateur, au fond, qui pose le principe de l'esprit critique, de la démarche critique, et qui ne concerne pas évidemment que les historiens. Je suis devenu prof de critique historique, d'histoire contemporaine, en fonction des circonstances. C'est pas venu tout de suite, puisque la première partie de mon parcours a d'abord été de faire mon service militaire. Et puis, j'ai obtenu une bourse d'aspirant du FNRS. C'est un environnement, surtout chercheur qualifié, c'est un environnement extrêmement stimulant pour la recherche. D'aspirant, je suis devenu chargé de recherche, et puis chercheur qualifié. Chercheur qualifié, c'était le mandat définitif, et il se trouve qu'après 2 ans, il y a eu des départs à la retraite. Et ce sont un peu les départs à la retraite qui ponctuent l'évolution et la rénovation des enseignements. Et j'ai accepté la proposition qu'on m'a faite à ce moment-là pour postuler, reprendre des charges de cours. La critique historique, c'est un des premiers cours que j'ai donné. Et je suis toujours extrêmement heureux à le donner. Je crois que c'est le cours avec l'histoire contemporaine avec lequel je me sens le plus en complicité, que ce soit avec la connaissance ou avec la transmission vers les étudiants. Le rôle de l'historien dans la société d'aujourd'hui, il est double. Il est d'abord traditionnel, c'est-à-dire produire de la connaissance. Nous sommes dans une université et le propre de la connaissance, quand elle est produite, c'est d'exister pour elle-même, si vous voulez. Si je décide d'étudier le prix des farines au XVIIIe siècle, eh bien, c'est ma décision. Et je n'ai pas à me conformer à quelque chose qui me dirait on n'étudie pas le prix des farines au XVIIIe siècle. Et en faisant ce choix, je produis de la connaissance. Il y a une autre casquette, c'est celui de l'historien à une époque contemporaine qui est plus exigeant dans la matière.
c'est pour l'historien répondre à une demande sociale. La demande sociale, ce sont les exigences d'une société par rapport au passé. On est au cœur d'une situation dans laquelle l'historien aujourd'hui peut intervenir par sa réflexion, son savoir-faire, son expertise. On va retrouver des historiens dans des commissions. Donc là, l'historien se retrouve, je dirais, dans un environnement qui est forcément politique, puisqu'on est au Parlement, médiatique. L'idée était qu'il pouvait apporter un contexte historique à des magistrats ou un jury qui avaient peut-être un déficit de connaissances pour aborder véritablement un procès sur des faits qui s'étaient déroulés 50 ans plus tôt. Mais donc, pour synthétiser ma réponse, l'historien a un double rôle aujourd'hui, à la fois un producteur de connaissances et un acteur sociétal. Est-ce que l'histoire parle encore aux jeunes ? Je pense qu'elle leur parle plus que jamais, sans nécessairement qu'ils s'en rendent compte. Quelle que soit l'époque, on est des animaux historiques. On est tout le temps porté par le passé, et on ne s'en rend pas compte. C'est le passé qui nous entraîne. Alors, il y a toute une série d'interrogations qui peuvent être menées avec une connaissance historique, et surtout avec une connaissance, ou au moins une petite maîtrise, de la procédure historique. De manière un peu plus prosaïque, beaucoup de jeunes s'intéressent encore à l'histoire, au passé, de différentes manières, y compris avec les outils d'aujourd'hui. Je n'ai pas senti une désaffection au fil de ma carrière. On pourrait dire que les jeunes d'aujourd'hui sont moins cultivés, moins curieux. Je ne suis pas sûr du tout. Simplement, ils ont d'autres outils. Mais la curiosité, elle reste. Je pense que l'histoire a encore de beaux jours devant elle, et surtout qu'une formation historienne apprend à penser. On est mieux équipé. J'aime beaucoup une citation d'un historien qui s'appelle Fustel de Coulanges et qui disait « L'histoire n'aide pas à prévoir, l'histoire aide à mieux voir ». Je dirais qu'au quotidien, je transmets aux étudiants. Ça, c'est mon public de base. Et il se trouve que pendant 10 ans, en fait, de 2009 à 2019, j'ai été le président de la transmission de la mémoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'enjeu de la transmission du passé, il touche vraiment beaucoup de secteurs. L'enseignement en premier lieu, mais alors le monde culturel en général, à partir du moment où on utilise des leviers culturels, le théâtre, la danse, le cinéma. C'est tout un volet qui me touche énormément. Et c'est peut-être une chose qui m'a conduit justement à sauter dans la prairie d'à côté, si je puis dire, en écrivant, en me lançant dans des romans. Un lecteur qui m'a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit que mes romans étaient plus accessibles que ceux d'Umberto Eco, mais plus exigeants que ceux de Dan Brown. Il faut absolument avertir le lecteur du message qu'on transmet, de la nature du message qu'on transmet, parce que la manipulation est possible. À partir du moment où on fait jouer la fiction et la réalité, la manipulation est possible. Alors, qu'est-ce que c'est la manipulation ? À partir du moment où on manipule les sources de quelque chose. Quand on fait dire aux sources qui servent de base à la production, là, on est dans la manipulation. Et en général, justement, les historiens démontent les manipulations. La production d'un discours historien au sens large, que ce soit un livre qui se présente comme un essai historique ou un roman, le manipulateur rencontrera face à lui, à un moment donné ou l'autre, des gens formés qui décortiqueront son discours. Alors la question de savoir si je me comporte correctement avec le lecteur en écrivant des romans qui mélangent la fiction et la réalité est une question extrêmement pertinente. Parce que moi-même, je me le suis posé en décalage. Avec le premier, je donnais la critique historique comme arme à des historiens pour résoudre un problème, ce qui fait que je sais que des lecteurs ont été troublés. Je me suis rendu compte qu'il manquait une pièce à l'ensemble, c'est ce qu'on appelle le contrat de lecture, c'est-à-dire de dire à un moment donné au lecteur,
Je te dis ça, je te dis ça, je te dis ça, c'est vrai. Je te dis ça, je te dis ça, je te dis ça, c'est pas vrai. Mais effectivement, il est nécessaire quand on joue avec le lecteur, parce qu'un roman, c'est un jeu avec un lecteur qui est complice du jeu, qui espère jouer. Donc on l'entraîne quelque part, on espère qu'il prendra du plaisir. En général, si on prend du plaisir soi-même, si je souris quand j'écris, c'est bon. Et je souris quand j'écris parce que je pense aussi au lecteur qui va s'amuser, je l'espère. C'est une grande espérance. Mais en général, ça colle. Il y a un abus de pouvoir si à un moment donné je ne dis pas au lecteur bon ok on a bien joué mais ça c'est pas vrai. Donc je pense que le contrat de lecture en fin de volume, en fin de roman est une nécessité dans ce genre d'exercice où on flirte avec la fiction et la réalité et qu'on a soi-même une réputation d'historien. Est-ce que l'histoire parle encore aux jeunes ? Je pense qu'elle leur parle plus que jamais, sans nécessairement qu'ils s'en rendent compte. Je pense que l'histoire a encore de beaux jours devant elle, et surtout qu'une formation historienne apprend à penser. Merci Philippe Raxon. Merci à vous. Vous venez d'écouter un podcast de la série À la source, proposé par l'Université de Liège. Retrouvez d'autres podcasts sur notre site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les autres plateformes habituelles. À bientôt!